effectivement, j'interviens pour le CECIL, donc le centre d'études sur la citoyenneté, l'informatisation et la liberté. Donc c'est peut-être un peu moins que les autres associations qui m'ont précédé. Donc c'est une association qui a pour objectif de réintroduire le champ informatique et liberté dans le débat public, de permettre aux citoyens de s'investir sur ce sujet et de pouvoir résister aux dangers de l'informatisation de la société, au fichage et tout ce qui touche au fichage et au contrôle social. Donc à ce titre, nous sommes extrêmement préoccupés par le projet de loi qui nous est soumis. Donc seulement pour insister sur deux points, alors sans dire que cette loi se limite, mais pour m'appuyer sur mes camarades. Deux éléments sur lesquels on souhaite insister. Donc tout d'abord la pratique du blanchiment légal. Donc effectivement, qu'on a déjà évoqué, mais le fait qu'on considère que des pratiques qui jusqu'ici étaient illégales doivent être impérativement légalisées parce que déjà utilisées, ce qui relève de l'étude d'impact et des déclarations sur le projet, pose déjà problème. Alors effectivement, il y avait sûrement un besoin de légaliser. L'article 34 de la Constitution française impose à la loi de poser les garanties des citoyens face aux impératifs de la défense nationale. Et la France fait office de mauvais élève sur la question parce qu'effectivement, on est les derniers à ne pas avoir au niveau européen, avoir de loi sur notre renseignement. Donc, nécessité d'une loi sûrement, mais dans quelles conditions? Et on l'a déjà bien rappelé, l'urgence qui est imposée sur ce texte, donc la procédure accélérée, les délais extrêmement resserrés de discussion sur la question, pose vraiment problème quand jusqu'ici, les vrais débats qui ont eu lieu sur le renseignement, on a eu la loi de 91 sur les interceptions. On a eu un peu de discussion lors de la loi de programmation militaire, mais à part ça, effectivement, toutes les petites touches qui ont été faites depuis 2007 au régime du renseignement ont été très peu discutées, très peu envisagées dans le débat public. Donc une vraie nécessité qu'il y ait eu un débat sérieux sur cette question, avec une consultation en amont de la société civile qui n'a pas eu lieu et qui là est organisée dans l'urgence avant l'examen du projet de loi au Parlement. Donc on peut s'interroger sur cette légalisation qui va questionner sur ce qui relève de neuf ou d'existant dans le projet de loi. On nous dit, voilà, il y a des pratiques qui étaient déjà effectuées, sans effectivement préciser lesquelles, mais on peut se demander effectivement qu'est-ce qui vient être légalisé et qu'est-ce qui est nouveau. Donc est-ce que par exemple les deux nouveaux champs qui permettent le renseignement, donc les violences collectives risquant la paix publique, la politique extérieure, est-ce qu'ils étaient déjà dans le spectre des activités des renseignements? Et du coup, est-ce que si le Parlement décide d'amender le texte et de supprimer un certain nombre de ces dispositions, est-ce que des choses qui pouvaient autrefois faites illégalement vont s'arrêter? Est-ce qu'il y aura un véritable mécanisme de contrôle sur des choses qui jusqu'ici étaient totalement illégales? Ou est-ce que du coup les services ayant été habitués à fonctionner comme ça, continueront sans trop de soucis? Donc il y a au moins quelque chose qui nous semble manquer impérativement dans ce texte, c'est un mécanisme de contrôle réel qui permettent à la CNCTR ou à une autre commission éventuellement de s'assurer que si pratique illégale il y a, elles seront sanctionnées, ou en tout cas il y aura une véritable procédure d'enquête, soit par un juge judiciaire ou dans un autre cadre. Donc l'autre point, alors qui a déjà fait couler le plus d'encre, je suppose, et qui est peut-être le plus problématique, mais il y en a beaucoup, c'est ce que certains d'entre vous ont appelé les boîtes noires installées donc chez les opérateurs réseau. Donc effectivement, la loi introduit un dispositif qui permet, alors pour les besoins de prévention du terrorisme, aux services de renseignement d'installer chez les opérateurs, chez les fournisseurs d'accès à Internet, des dispositifs destinés à révéler sur la seule base de traitement automatisé d'éléments anonymes une menace terroriste. Donc quelque chose que les opérateurs ne seront pas en mesure de refuser, les services de renseignement pourront l'imposer, et qui du coup permettra de surveiller intégralement toutes les communications. Donc on est là vraiment on s'éloigne de très loin de ce qui nous a pourtant été évoqué, donc on fait pas de la pêche au filet, on est clairement dans le filet, on va surveiller tout le monde, toutes les communications, toutes les interactions des citoyens sur le réseau. Éventuellement, les mailles du filet seront relativement larges pour éviter de récupérer trop de monde, et on a déjà eu des déclarations sur la question, de dire, on peut pas surveiller tout le monde, ne serait-ce qu'en raison de moyens humains, mais quand même, on va surveiller tout le monde, sur le principe, et après, on va sortir que des gros poissons. Alors, déjà, quels poissons risquent de se faire prendre dans les mailles du filet? Probablement pas seulement ceux qui seront directement visés, mais on est quand même directement dans de la surveillance de masse. Donc des boîtes noires qui nous questionnent énormément, parce qu'on est vraiment là dans la surveillance algorithmique, dans une
une délégation confiée à la technique d'analyser les pratiques de nos concitoyens et d'analyser celles qui pourraient être considérées comme déviantes. Et donc cette évolution, donc on va essayer de repérer des signaux faibles en essayant d'évoluer les curseurs. Ah ben ces signaux, donc ces types de recherche, ces personnes qui vont se connecter, le fait de faire que des brouillons sur une boîte mail, ce type de choses vont signaler des comportements terroristes. Pose problème. Alors déjà parce que dans les méthodes qui pourront être mises en place, ben il y a toujours cette volonté qui se traduit de mesure en mesure d'installer donc des mesures d'inspection profonde des paquets, donc de surveillance vraiment de ce qui transite dans les réseaux, ce qui pourrait être fait au niveau des fournisseurs d'accès Internet, mais aussi éventuellement donc des dispositifs mis chez les moteurs de recherche, chez les hébergeurs de contenu pour dire bah voilà tel contenu, telle recherche peut poser problème. Un des porteurs du projet ayant clairement exprimé son souhait d'avoir une personne habilitée secret défense chez Google pour pouvoir discuter directement avec eux. Cette surveillance, elle a une conséquence directe de surveiller les personnes qui vont se faire pêcher au filet par ces dispositifs, mais elle a une conséquence indirecte qui est aussi le censure de nos pratiques. À partir du moment où on sait que en ayant potentiellement certains marqueurs qui vont permettre de nous placer dans le champ de la surveillance, on risque de s'auto-censurer, dire bah voilà, je vais pas faire une recherche sur tel ou tel sujet, je vais pas avoir tel type de comportement. Et du coup, une surveillance qui vient à la fois viser les potentiels terroristes, ou en tout cas les apprentis terroristes, parce que là on est vraiment dans la détection précoce. Le but c'est pas encore des personnes qui sont passées à l'acte terroriste, mais qui potentiellement pourraient être amenées à etc. Donc vraiment aussi un mécanisme de pénalisation avant qu'aucun crime ne soit commis, avant qu'aucun problème ne soit causé, mais aussi une surveillance de tous les citoyens et une autolimitation des pratiques. On ne connaîtra pas les critères de surveillance, donc forcément on va se limiter bien plus que même la réalité ne le justifierait. Et un problème en termes de citoyenneté à ce niveau-là. Donc on peut s'étonner que la délégation parlementaire, après avoir traité Edward Snowden d'idiot utile au service des groupes terroristes, en fin de compte, considère que les révélations Snowden étaient plutôt un guide des bonnes pratiques, plutôt que des révélations problématiques en termes de liberté fondamentale. Et emploie la même défense que la NSA en disant bah voilà, on fait pas de la surveillance de masse, c'est que des métadonnées, donc métadonnées qui permettent d'identifier déjà très précisément les personnes, et au-delà de ça, une désanonymisation possible, extrêmement facile, demandée seulement par le Premier ministre, sans contrôle de la CNCTR, sans contrôle d'aucun organisme. On veut désanonymiser, on désanonymise. Les algorithmes, le dispositif de la loi ne prévoit pas donc quel sera le mécanisme d'avis de la CNCTR. Si on veut les faire évoluer au fil de l'eau, comme cela semble être exprimé, normalement, on pourrait estimer qu'il y aurait un besoin que chaque modification passe devant cette commission, ce qui serait peut-être un peu lourd en pratique, mais qui au moins garantirait quelques libertés. Apparemment, ça semble pas être le cas. On donne une autorisation pour aller sur tel fournisseur d'accès Internet, sur tel opérateur, et après, une fois que c'est installé, on modifie au fil de l'eau selon les besoins actuels. Donc, on nous a aussi dit que le renseignement doit être considéré comme un service public. Je pense que c'est important de rappeler que c'est pas le cas, que le renseignement a un service au service du pouvoir en place, et que du coup on peut espérer que nos parlementaires défendront un certain nombre de nos libertés face à ce projet de l'exécutif.